Alors, bienvenue à toutes et à tous dans une nouvelle vidéo de la chaîne L'Apprenti Invest. Aujourd'hui, c'est une vidéo qui me tient particulièrement à cœur, puisque c'est le début d'une petite série sur l'investissement en bourse. Donc cette vidéo, elle va peut-être pas intéresser tout le monde, puisque c'est vraiment pour poser les bases, parce que j'ai beaucoup de proches qui veulent commencer à investir en bourse, mais qui n'y connaissent rien. Donc là, c'est une vidéo plutôt explicative sur la bourse, le PEA, le plan d'épargne action, et les ETF. Mais la suite des vidéos, elle va être plus concrète, et je vais vraiment montrer comment j'investis, ce que j'ai comme ETF et ce que j'ai en bourse. Donc là, ça vous intéressera un peu plus. Allez, on commence. Donc, le plan d'épargne action, c'est un livret. Je vais en parler juste après, mais c'est vraiment pour moi la pépite au niveau des livrets pour investir, enfin, au niveau des portefeuilles pour investir en bourse en France. Donc, aujourd'hui, on va parler du PEA, le plan d'épargne action. C'est un outil financier qui est très intéressant pour tous les résidents français qui veulent investir en bourse, puisqu'il contient de nombreux avantages fiscaux. Donc, qu'est-ce que le PEA? Le PEA, c'est une enveloppe qui est réglementée en France, destinée surtout à investir dans des actions européennes. Vous avez un avantage fiscal. On sait tous que quand vous avez des avantages, c'est jamais gratuitement pour vos beaux yeux, il y a toujours des contreparties. Et la contrepartie, c'était surtout de booster les actions européennes face aux actions internationales. Sauf que, vous allez le voir bientôt, on a réussi à contourner tout ça pour investir dans toutes les actions au niveau international. Donc c'est une enveloppe avec des avantages fiscaux incitatifs qui est destinée aux particuliers. Pourquoi je dis ça? Certaines personnes ont une société et on peut ouvrir un compte titre, donc une enveloppe personne morale pour cette société pour investir avec les capitaux de la société. Donc vous pouvez investir avec un compte titre, mais vous ne pouvez pas créer de PEA pour votre entreprise. C'est vraiment destiné aux particuliers. Il y a deux types de PEA. Il y a le PEA classique, donc c'est ce sur quoi j'investis. Il permet d'investir dans des actions, des ETF, des parts d'OPCVM. Et le PEA PME, c'est une enveloppe similaire au PEA, souvent qu'on peut ouvrir avec un PEA à côté, qui est destiné à investir dans des petites et moyennes entreprises. Il y a des conditions d'ouverture, évidemment, c'est très contrôlé puisque il y a beaucoup d'avantages fiscaux, donc on ne peut pas faire n'importe quoi avec, il faut être résident français. Alors si vous n'êtes plus résident français et que votre PEA est déjà ouvert, vous pouvez le garder, sauf si vous allez vivre dans un pays qui n'a pas d'accord financier avec la France. Il n'y en a que quelques-uns, vous pouvez regarder la liste sur internet, mais c'est vraiment des pays, des pays spécifiques, et il y en a très très peu. Il faut avoir au moins 18 ans, c'est important. Et ne pas déjà posséder un PEA si vous voulez ouvrir un PEA, ou un PEA PME si vous voulez en ouvrir un. Donc c'est vraiment un seul livret par personne. Il y a des plafonds pour ce PEA. Vous pouvez investir, déposer 150 000 € dans le PEA classique, et dans le PEA PME, le maximum est 225 000 €, sauf que c'est 225 000 € combinés avec le PEA. Donc en soi, ce que les gens font souvent, c'est que sur leur PEA classique, ils mettent 150 000 €, et sur le PEA PME, ils peuvent n'ajouter que 75 000 pour que l'addition des deux ne dépasse pas 225 000 €. Alors, je tiens à préciser et à vraiment insister sur un point. On ne peut déposer que 150 000 € dans le PEA classique, mais votre PEA classique peut valoir des millions, c'est vraiment le dépôt. Si vous déposez 150 000 € et que votre portefeuille fait du 200-300%, vous aurez 300 000 €, 500 000 € sur votre enveloppe sans souci. C'est vraiment ce que vous pouvez déposer initialement, mais après il n'y a pas de limite si vous faites des plus-values. Donc les avantages fiscaux, c'est le plus intéressant. C'est ce qui fait sa force. Donc les gains sont exonérés d'impôts sur le revenu après 5 ans de détention, mais restent soumis aux prélèvements sociaux. Qu'est-ce que ça veut dire? En France, quand vous investissez dans tout ce qui est financier, vous payez 30% de flat tax. Les 30% de flat tax représentent deux choses. On a 17,2% de prélèvements sociaux, et le reste, donc 30% moins 17,2%, donc à peu près 13% d'impôts. Vous déposez de l'argent vous ouvrez votre PEA, vous faites ce que vous voulez avec, mais vous gardez l'argent à l'intérieur pendant 5 ans. Et à partir de 5 ans, vous ne payerez plus d'impôts, donc vous payerez que les prélèvements sociaux de 17,2%. Vous serez exonéré des 13% d'impôts, et ça c'est incroyable. Mais si vous voulez retirer de l'argent avant 5 ans, vous perdez vos avantages, vous serez imposé à la flat tax, donc à 30% sur vos retraits. Et surtout, ce que les gens ne comprennent pas, c'est que si vous retirez avant les 5 ans de détention, votre PEA est fermé. Ça, c'est important. Il se ferme, il se clôture.
Donc vous faites attention quand vous mettez de l'argent dedans, c'est vraiment de l'argent qui doit rester 5 ans à l'intérieur. Le PEA est flexible. Vous versez ce que vous voulez à l'intérieur. Vous n'avez pas de, de versement obligatoire chaque mois. D'ailleurs, ce que je conseille, c'est à toute personne qui a 18 ans d'en ouvrir un, de mettre 50 € dedans, de ne pas l'utiliser, enfin si vous voulez pas l'utiliser. Et comme ça, les 5 ans commencent à se dérouler. Et vous, quand vous voudrez investir, vous aurez gagné tant d'années sur les 5 ans. Et enfin, les arbitrages dans cette enveloppe sont libres. C'est-à-dire, si vous avez un compte titre classique, vous avez des actions à l'intérieur, vous les vendez, dès que vous faites un mouvement de vente, vous serez imposé sur 30% de vos gains. A l'inverse, le PEA, vous pouvez vendre autant que vous voulez, tant que vous laissez dans l'enveloppe l'argent, vos gains ne sont pas exonérés. C'est vraiment à part quand vous voulez retirer de l'argent que là vous serez imposé. Mais par contre, si vous faites des ventes, des plus-values, et que cet argent reste sur votre enveloppe, vous ne serez pas imposé. Pareil pour les dividendes. Sur le compte titre, tous les dividendes seront imposés directement à hauteur de 30%. Le PEA, tant que vos dividendes restent sur le PEA, vous ne paierez ni prélèvements sociaux, ni impôts. C'est vraiment que au retrait. En conclusion, le PEA, c'est vraiment un outil puissant. Je recommande à tout le monde d'en avoir un. Il a des avantages fiscaux incitatifs significatifs et il permet d'investir sur du long terme, surtout quand vous voulez investir sur plus de 5 ans. Voilà. Mais vous allez me dire, bon, on va pas se le cacher, en Europe, les entreprises, elles sous-performent le marché. Si vous investissez pas sur les États-Unis et sur le reste du monde, vous n'irez pas loin. Donc vous allez me dire, le PEA, c'est nul. Pas du tout. Ça me permet d'introduire une nouvelle notion, les ETF, qui représentent d'ailleurs 100% de ma stratégie. Les ETF, autrement dit Exchange Traded Fund, je parle très mal anglais. Qu'est-ce que c'est? C'est magique, vous allez le voir. Donc c'est des fonds d'investissement qui sont très populaires parce qu'ils sont très accessibles, très flexibles, et ils permettent une diversification du portefeuille. Et qui dit diversification du portefeuille dit réduction des risques. Donc, les ETF, c'est des fonds d'investissement qui sont cotés en bourse. Ils regroupent plusieurs actifs. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous avez des ETF, les ETF, on les compare à des paniers. Donc, c'est soit des gros paniers avec beaucoup d'actions ou des gros paniers avec beaucoup d'obligations. Souvent, les ETF répliquent un indice. Qu'est-ce qu'un indice? Un indice, c'est une valeur qui fluctue et qui est composée de plusieurs entreprises ou de plusieurs éléments. Donc les indices les plus connus, on a le CAC 40 en France, les 40 plus grandes entreprises françaises, ou le S&P 500 en France, donc c'est les 500 plus grandes entreprises américaines, j'ai dit françaises. Et voilà, ça permet de suivre un marché spécifique, donc votre indice va fluctuer en fonction des valeurs de chacune des entreprises qu'il compose, ou d'un secteur particulier. Donc ces ETF, ils sont cotés en continu sur les marchés boursiers. Vous pouvez acheter des ETF quand vous voulez, comme vous achèterez des actions. Leur prix fluctue dans la journée, vous pouvez en acheter dans votre portefeuille comme une action classique. Donc c'est ce que je dis juste après, tout au long de la journée, vous pouvez en acheter et en vendre. Ils sont gérés de manière totalement passive, ils vont répliquer leur indice. Il n'y a personne derrière qui va dire on achète ça, on vend ça. C'est vraiment si dans l'indice, il y a 10% de votre indice est composé par exemple de LVMH, donc votre fonds va acheter 10% de LVMH, etc. Il va vraiment suivre de manière passive votre indice. Pourquoi c'est important? Parce qu'il n'y a personne derrière qu'on doit rémunérer, tout est passif, donc les frais sont minimes. Vous pouvez investir, prendre des enveloppes, des enveloppes qu'on dit pilotées, c'est quelqu'un derrière qui va acheter et vendre des actions, il va vouloir se rémunérer et donc il y aura des frais de gestion énormes. Les ETF, il n'y a personne derrière, c'est totalement passif, donc il n'y a pas de frais de gestion. Et d'ailleurs, c'est très important, j'en parlerai tout à l'heure, c'est que malgré tout, c'est géré de manière passive, mais l'étude Spiva, qui est une étude internationale qui compare les gestionnaires d'actifs, donc des gens spécialistes en bourse qui achètent et vendent des actions, contre des ETF qui sont passifs, sur le long terme, 99% des gérants, donc les gérants, c'est pas vous et moi, c'est des vrais gérants professionnels qui ont des infos en plus, sous-performent leur indice, donc on n'arrivera jamais, nous, et j'utilise bien le mot jamais, même s'il faut jamais dire jamais,
à battre le marché, à battre le marché, à battre ces indices, nous en tant que particuliers qui faisons un peu de bourse. Les avantages des ETF, désolé, vous voyez que je suis un peu enrhumé, ils sont très diversifiés. Au lieu d'acheter une action qui peut faire faillite à tout moment, par exemple quand vous achetez un ETF S&P 500 qui suit les 500 plus grandes entreprises américaines, d'un coup vous allez acheter une part d'un panier qui a plus de 500 actions différentes et chacune de ces actions est possédée en grande quantité. Les frais de gestion sont réduits, je l'ai expliqué pourquoi. Moins que les fonds traditionnels gérés par des vrais êtres humains. Ils sont totalement transparents. Vous pouvez suivre leur composition. Vous tapez juste soit l'ISIN, soit leur nom, et vous pouvez voir toute la composition, leur fluctuation, et sont accessibles. Comme je vous ai dit, c'est comme des actions, vous pouvez en acheter et en vendre toute la journée. Il y a plusieurs types d'ETF. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Il y a des ETF obligataires, donc qui permettent d'investir dans des obligations d'État ou d'entreprise, des ETF d'actions. C'est les plus courants, ceux sur quoi j'investis. Et ensuite, on a des ETF sectoriels. Par exemple, vous pouvez acheter un ETF intelligence artificielle qui va regrouper un panier avec toutes les entreprises d'intelligence artificielle, soit d'un pays ou du monde entier, ou des ETF pays-région. Le S&P 500, c'est un ETF, un ETF américain, le ETF CAC 40 qui représente les 40 plus grandes entreprises françaises, ou un ETF monde avec les 1600 plus grandes entreprises mondiales. Et tout ça, je réitère mes propos, ça permet de diluer le risque et de diversifier. Alors, si on compare avec les fonds traditionnels, la gestion passive vs active, c'est ce que je vous ai dit, les fonds sont gérés passivement, et d'ailleurs, ils surperforment les gérants actifs, les frais sont bien plus bas, et la performance est liée à un indice, et comme je l'ai dit, l'étude Spiva, vous tapez Spiva sur Internet, qui est une étude fondée, montre que les gérants actifs n'arrivent pas à battre leur indice sur le très long terme. Il y a deux types d'ETF, il y a les ETF physiques. Alors les ETF physiques, c'est vraiment un panier, et dans ce panier, il y a des vraies actions que le panier achète, et vous achetez une part de ce panier, donc vous possédez vraiment toutes ces actions. Les ETF synthétiques, c'est un peu plus compliqué, mais c'est des choses qui sont connues depuis longtemps et qui sont très sécurisées. Ils utilisent des dérivés financiers, qu'on appelle les swaps, pour expliquer un indice. En fait, par exemple, vous allez voir, je vais en parler juste après, dans votre PEA, comme on l'a dit, on peut investir que sur des entreprises européennes. Vous pourrez investir sur des entreprises américaines. Comment on fait? Vous allez avoir un panier d'entreprises européennes et votre gestionnaire passif va conclure des accords de swap. Donc, il va échanger les performances avec une banque américaine, par exemple, de leur panier d'actions américaines contre nos actions européennes. Ils vont inverser leur performance, et en échange, les banques vont rémunérer la banque américaine pour ce changement de performance. C'est un peu compliqué, mais... Donc qu'est-ce qu'un swap? C'est ce que je vous disais, c'est un contrat entre deux banques, souvent, qui permet, en échange d'une rémunération, d'échanger les performances de différents actifs. Donc dans les ETF synthétiques, avec un swap, on peut, en possédant implicitement des entreprises européennes, avoir la performance d'entreprises américaines ou mondiales, et donc pouvoir les acheter dans un PEA. Les caractéristiques des ETF physiques, on détient directement les actions sous-jacentes. Ils sont plus transparents parce qu'on possède réellement les titres, et il n'y a pas de risque de contrepartie. Donc pas de dépendance aux swaps et aux dérivés dont on va parler. Les caractéristiques des ETF synthétiques, à l'inverse, ils utilisent les swaps et autres dérivés pour répliquer la performance d'un indice. Encore une fois, tous ces swaps, on doit se dire que c'est compliqué, ça devient risqué, mais il y a des assurances là-dessus. Les contrats sont assurés, donc le risque est minime. Il y a potentiellement un tracking error, il réplique un indice. Le risque, c'est de s'éloigner de cet indice, sauf que quand vous allez acheter un ETF, vous aurez une charte, et dans la charte, il y a des conditions, et la condition, souvent, c'est qu'ils n'ont pas le droit de s'éloigner de plus de 1% ou 0,1% de l'indice de référence. Donc ce risque, souvent, n'existe pas et est minime. Et le risque de contrepartie, on dépend de la solvabilité de l'institution financière, souvent américaine ou internationale, avec qui on échange la contrepartie. Donc ça, c'est la... Comment faire pour investir dans le PEA dans des entreprises mondiales? En fait, on va utiliser les ETF synthétiques. Donc, de base, dans le PEA, on peut investir que dans des entreprises des entreprises européennes. Et grâce
aux ETF synthétiques, on va pouvoir investir dans des entreprises qui ne sont pas européennes grâce à ce swap pour investir dans des entreprises partout dans le monde. Comment on fait pour contourner les limitations de ce PEA? Donc c'est ça. Et il y a un ETF synthétique européen qui va être structuré pour répliquer l'indice d'un autre indice international ou américain, par exemple le S&P 500, en utilisant le swap. Ça fait qu'il devient éligible au PEA parce que vous achetez des actions françaises et c'est que la performance qui va être échangée, mais vous gardez les avantages fiscaux du PEA. Exemple pratique. Donc vous avez un ETF synthétique qui est domicilié en France qui réplique le S&P 500, donc les 500 plus grandes entreprises américaines. L'ETF va utiliser un swap avec une institution financière américaine pour échanger leurs performances. Et donc on garde d'une part les avantages fiscaux du PEA, mais avec la performance souvent plus importante des entreprises américaines. Il y a des risques, comme partout, et des précautions à prendre. Le risque de marché avec les ETF, c'est qu'ils peuvent fluctuer. Si vos actions font faillite, l'ETF va baisser. Si au contraire, elle monte, la valeur de l'ETF va monter. Il y a un risque de liquidité, mais il y a le même avec les actions. Si vous allez prendre un ETF hyper spécifique qui investit sur je ne sais quoi, l'intelligence artificielle au Vietnam, dans une sous-région, tout le monde n'en achète pas, tout le monde n'en vend pas, donc vous allez avoir un risque de liquidité, c'est-à-dire que quand vous allez vouloir vendre votre action, votre ETF, il va falloir que quelqu'un veuille le racheter, et s'il n'y a personne qui veut le racheter, il n'y aura pas de liquidité. Il faut bien suivre l'indice de référence, mais encore une fois, dans le contrat de l'ETF, il y a une clause qui dit qu'on ne peut pas s'éloigner de tant de pourcents de l'indice de référence au niveau des performances. Et il faut vraiment éviter d'investir dans un ETF qui réplique une niche très particulière, puisqu'à partir de ce moment-là, le but de l'ETF, c'est de diluer le risque en étant le maximum diversifié. Si on réduit la diversification, on multiplie le risque. En conclusion, les ETF sont des outils d'investissement très puissants qui permettent de démocratiser la bourse à tout le monde, de réduire les risques et surtout à un moindre coût. Les ETF synthétiques permettent d'investir via le PEA en gardant les avantages fiscaux tout en bénéficiant de la performance des autres pays. Merci de m'avoir écouté, je suis vraiment désolé, je suis enrhumé et malade, donc ça s'entend, j'ai une voix nasonnée. N'hésitez pas à vous abonner, là je commence à avoir de plus en plus d'abonnés, même si j'en ai pas beaucoup, ça fait super plaisir, likez, partagez. Tous les liens de parrainage sont disponibles dans la description de la vidéo. N'hésitez pas aussi à me suivre sur Twitter sur l'apprenti-INVST. On se retrouve pour la prochaine vidéo où j'espère que je pourrai vous détailler mes investissements plus particulièrement parce que là, c'est bien beau les diapos scolaires, mais maintenant il faut du concret.